Salut Vetters, Patrick ici avec Vettel. Il semble que Dennis Asberg, qui est un explorateur océanique suédois, ait récemment eu Jake Barber là-bas en Suède avec le docteur Béatrice Villaroel. Dennis Asberg s'assoit avec Jake Barber et Béatrice pour cette table ronde et il a publié en gros un teaser de 5 minutes de cette interview que nous allons examiner. Alors, analysons cela. D'accord, Vetters, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Jetons un coup d'œil à ce tweet. Honoré d'accueillir le lanceur d'alerte Jake Barber ici en Suède avec l'astronome Béatrice Villaroel. Nous avons passé des jours à discuter des découvertes cruciales sur les pannes dans notre mission commune de révéler la vérité. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Si vous n'avez pas entendu parler de Dennis Asberg, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Mais en regardant son site web, ici, OceanX Team, vous pouvez voir que l'OceanX Team est une entreprise de premier plan dans l'exploration des profondeurs marines, dédiée à la découverte de trésors perdus, d'épaves historiques et d'anomalies sous-marines. Avec une technologie de pointe et un esprit d'aventure infatigable, nous explorons les profondeurs des océans du monde pour révéler les secrets cachés sous les vagues. Et ils ont notamment enquêté sur l'anomalie de la mer Baltique. Si vous ne connaissez pas cela, vous devrez faire une recherche sur Google pour en savoir un peu plus, car cette vidéo ne porte pas sur ce sujet. Mais donc, ils recherchent des anomalies sous-marines. Alors, d'accord, maintenant, elle est assise avec le lanceur d'alerte OVNI, Jake Barber et Béatrice. Et qui est Béatrice? Eh bien, je suis sûr que vous avez entendu parler récemment de son article dont je mettrai le lien ci-dessous, mais qui dit essentiellement qu'il y avait ces anomalies dans le ciel avant les satellites. Donc, ils ont regardé, vous savez, des photos du ciel avant que nous ayons des satellites dans l'atmosphère et ils ont remarqué des choses là-haut. C'est l'essentiel. Je suis sûr qu'il y a une meilleure façon de l'expliquer. Mais les gens ont été très excités à ce sujet, car ils se demandent, attendez, comment peut-il y avoir des choses dans le ciel avant que nous ayons des satellites? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors ils se sont assis, Dennis Asberg, Béatrice et Jake Barber. Ils ont en fait publié 2 vidéos. Voici la première. Un astronome. Astronome. Et nous sommes à Stockholm. Un temps fantastique, merveilleux, comme vous pouvez le voir. Les bateaux sont ici derrière. Nous ne devrions pas partir maintenant, mais j'ai un gosse ici qui est fantastique. J'ai beaucoup appris à le connaître ces jours-ci. Et qui ai-je ici? Jake ou Jake Barber? Barber, oui. Et qui est Jake? Et je n'ai aucune idée de ce qu'ils viennent de dire, car je parle seulement anglais. Mais je suis sûr que c'était très flatteur et une introduction appropriée. Mais oui, je suis Jake Barber des États-Unis d'Amérique. J'ai été impliqué avec Skywatcher Corporation où nous explorons les pannes aux États-Unis et ailleurs. Et je suis ici en Suède pour rencontrer ces 2 autres explorateurs qui ont examiné des choses très intéressantes, qui m'ont également inspiré. Et donc, nous voulions nous réunir dans ce bel endroit et prendre du café et du thé et quelques desserts et parler du voyage que nous avons tous entrepris individuellement. Et je pense que nous avons beaucoup en commun que nous ne pouvons offrir qu'à chacun et peu peuvent comprendre. Donc, nous nous amusons beaucoup. Exactement. Et beaucoup de secrets. Nous en avons tous. Et partager des secrets, oui. Ouais, alors... Oh mon Dieu, ce que nous avons appris sur l'univers aujourd'hui. Alors, nous allons faire une interview de podcast, oui, demain, espérons-le, si tout se passe bien avec le temps et tout. Donc demain, nous allons l'enregistrer et peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ce sera sur Dennis World. Merci de regarder. Oui, au revoir. Merci, merci. Oui, de rien. D'accord. Passons à cet aperçu de 5 minutes d'une table ronde où ils discutent de toutes les choses qu'ils ont, vous savez, rencontrées chacun dans leur domaine respectif à propos des pans. Et l'œuf était une expérience unique parce que c'était une opération très sensible qui s'est avérée être une récupération d'urgence d'un engin non humain. Et c'était l'œuf qui ressemblait littéralement à un œuf, comme un œuf de poule, sauf qu'il était brillant. Il était au sol quand je suis arrivé. Donc, mon rôle principal dans les récupérations de crash
et celui de pilote d'hélicoptère. J'opérais l'hélicoptère cette nuit-là quand j'ai été envoyé pour récupérer l'œuf avec un système de longue ligne et un crochet à distance, comme nous l'appelons. C'est généralement une ligne de 150 à 200 pieds de long qui pend sous l'appareil. Et j'ai volé cette nuit-là avec ce système de longue ligne et j'ai survolé la colline et vu un œuf blanc brillant comme métallique au sol et je l'ai accroché et l'ai transporté vers un autre endroit sécurisé où il a été déchargé. Cette expérience m'a marqué. Est-ce dangereux de s'en approcher? Est-ce dangereux? Eh bien, certains... Il y a des dossiers dans le programme de récupération des crashs concernant des effets secondaires ou des conditions médicales associées à ceux qui ont récupéré des engins au sol ou même dans les airs. Je suis moi-même l'un de ceux-là, et cela est souvent confondu par le public qui a vu certains de mes podcasts ou certaines des couvertures de certaines des conversations que j'ai eues, comme celle-ci. Vous savez, il y a deux objets dont je parle publiquement. L'un est l'œuf, l'autre est ce que nous appelons était un octogone, où c'est essentiellement un disque volant avec 8 sections délimitées. Vous avez vu d'en haut, ressemblait à un engin, une soucoupe volante, mais ce n'était pas lisse. Il avait 8 sections. C'était très sombre. Et au moment où j'étais au-dessus de l'objet en train de voler, essayant de le soulever du sol, j'étais en larmes. Je ne savais pas si je pensais peut-être que que quelqu'un m'avait drogué ou que j'étais en train de faire une sorte de crise émotionnelle à cause du stress, du cortisol. Et cela m'a pris tout ce que j'avais pour voler et soulever cette charge et m'envoler. Alors regarde, Jake donne un peu plus de détails ici sur l'œuf qu'il aurait, tu sais, récupéré, qu'il croit être d'une intelligence non humaine, n'est-ce pas? Je ne dis pas que l'événement n'a pas eu lieu, mais que c'est une intelligence non humaine, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais un point particulier de l'histoire qui est assez intéressant, c'est qu'il est comme, vous savez, je pilote l'hélicoptère et tout d'un coup, je suis submergé en essayant de ramasser cette chose et ça m'a pris tout ce que j'avais pour, vous savez, terminer le voyage. Je veux dire, vous êtes dans un hélicoptère, y avait-il plus de personnes avec vous? Ne feriez-vous pas un appel radio pour dire « Hey, quelque chose ne va pas avec moi, je ne peux pas faire ça maintenant ». Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, si je cuisinais en cuisine, dans un restaurant ou dans mon propre établissement que j'avais avant et que quelque chose me submergeait, je m'écarterais et demanderais à quelqu'un d'aller... Pourquoi risqueriez-vous votre propre vie ou quoi que ce soit juste pour ramasser cette chose? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a plus que je n'entends pas, mais ça semble... Je ne sais pas. Ça semble juste dangereux. Pourquoi feriez-vous ça? Tu peux revenir le chercher, non? Donc, ça semble un peu intéressant. Mais Jake parle de l'impact que son coming out a eu sur sa famille. D'accord. Tu sais, je peux comprendre cela. J'ai lentement exposé ma famille à cette idée, à cette vision du monde au fil du temps. Nous avons toujours maintenu cela dans notre foyer, surtout avec mes enfants. J'en ai parlé de cette manière. Et donc, je pense qu'ils sont orientés, du moins dans mon foyer et mon cercle d'amis, ils sont orientés vers le fait que cela devienne une réalité, mais ils ne savaient pas à quel point j'étais impliqué. Et donc, surtout avec ma famille proche, ils ne voulaient pas que je me manifeste. Et puis, cela a pris beaucoup de temps. Ça, par exemple, Ross et moi avons travaillé ensemble pendant plus de 2 ans avant que je ne sorte. Et au début, je me disais, c'est impossible. Mais je voulais trouver un moyen d'aider à cause d'amis comme David Grush qui avait pris des risques et était là sans beaucoup de soutien. Et donc, je voulais trouver un moyen d'avancer pour lui. Et je devais juste assurer ma famille que je n'avais pas le choix, que j'avais une obligation et que j'avais fait de mon mieux pour m'assurer que ça irait pour nous. Il y avait certainement, il y avait la surprise et l'embarras parce que je savais qu'il y aurait des réactions négatives. Et c'est difficile pour vos enfants aussi parce que votre visage va devenir connu et ils vont dire « Oh, voilà ce type que j'ai vu sur YouTube. » Et j'ai l'habitude. La plupart de ma vie a été très privée et très secrète. Et il n'y a aucun avantage pour nous, pour ma famille, d'être connus. Comme nous avons travaillé très dur et sommes devenus très stables financièrement, très stables socialement. Et il n'y avait que la possibilité de perdre dans cela. C'était un acte de service
Et c'est quelque chose dont je savais que j'avais un morceau du puzzle et que ce puzzle devait être complété parce que je laissais d'autres bons Américains en suspens qui s'étaient manifestés. D'accord. Et donc, je me suis concentré sur cela, que même si à court terme, ma famille pourrait être très en colère contre moi, à long terme, elle serait fière de ce que j'ai fait, que je me suis manifesté et que j'ai fait ce qu'il fallait. Et surtout pour ma fille adolescente, c'était vraiment difficile. Mais je savais que quand elle serait plus grande, j'espérais qu'elle regarderait en arrière et comprendrait que c'était une obligation morale et que c'était un acte de vertu et de bravoure qui m'a motivé à me manifester. Ouais. Je suis sûr que sa famille était inquiète de l'accueil qu'il pourrait recevoir, n'est-ce pas? Et Jake a senti que c'était son devoir de faire son coming out et que sa famille serait fière de lui plus tard. Donc, je peux comprendre cela complètement, pour être honnête avec vous. Vous savez, il a pris un risque à essayer de manifester. Oui, il pensait clairement que l'impact négatif sur sa famille serait, vous savez, moins important que l'impact qu'il pourrait avoir sur l'humanité à l'avenir. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je choisirais ma famille avant tout. Par-dessus tout, ma famille passe en premier. Désolé, l'humanité, tu dois attendre. Je ne sacrifie pas ma famille pour l'humanité ou l'impact sur eux. La haine, le trolling, les commentaires, ceci, cela, je ne vois tout simplement pas que cela en vaille entièrement la peine. Mais Jake a estimé que quelle que soit la décision qu'il a prise, je veux dire, c'est sa propre famille, c'est sa propre décision. Je respecte totalement cela et il y a clairement plus de choses que je ne sais. Donc, je ne juge pas Jake. Je dis juste ce que je ferais dans cette position. Mais en même temps, parfois, il faut prendre des décisions difficiles, vous savez aussi. Donc, c'est compliqué et nuancé et c'est un parcours et une décision personnelle. Je peux donc totalement comprendre la perspective de Jake. C'est bien d'entendre cela et je suis impatient d'entendre cette table ronde et de voir ce qu'ils discutent et d'entendre Denis et Béatrice à ce sujet, n'est-ce pas? Et c'est intéressant que Béatrice lui ait demandé « Et à propos, tu sais, qu'en est-il d'aller près de cet engin? Comme tu n'étais pas inquiet, tu sais. » Encore une fois, cela ne fait tout simplement pas, ces choses n'ont tout simplement pas de sens qu'il ne testerait pas ces trucs, n'est-ce pas? Vous savez, et puis votre pilote d'hélicoptère arrive et a ce sentiment accablant. Cela aurait pu potentiellement faire s'écraser l'hélicoptère. C'est déroutant pour moi que vous ne sachiez pas ces choses avant d'aller simplement ramasser ça. D'accord? Qui est responsable ici? Est-ce la direction? On dirait non, parce qu'ils ne devraient pas envoyer des gens s'ils ne connaissent pas les effets que cela peut avoir sur les personnes qu'ils envoient. Il faut envoyer des équipes de décontamination et toutes sortes d'équipes. Donc, quelque chose ne colle pas entièrement à ce sujet, pour être honnête avec vous. Juste, des parties de l'histoire sont juste omises, je suppose. Je ne sais pas, je suis juste confus par beaucoup de choses. Mais bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai. On se retrouve dans la prochaine vidéo, lien dans la description. Allez voir par vous-même et je vous tiendrai au courant quand la discussion complète de la table ronde sortira. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.